Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que, écoutez, le soleil s'en vient, j'ai eu un petit verglas ou un gros verglas, dépendant de ce que vous êtes. Puis bien sûr, on a plein de choses qui s'en viennent avec Baron Mag. Il y a beaucoup de travail tranquillement qui se fait. Puis bien sûr, là, comme vous avez vu, on a annoncé ce matin, avec notre courriel, que oui, Baron Mag est en développement à travers l'Ontario, le Québec bien sûr, puis dans le New England, Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. On vient d'annoncer il n'y a pas longtemps qu'on était candidat du Canadian Beer Awards. Canadian Beer Awards, que vous savez, c'est un gros événement qui existe pour les bières, pour les brasseries à travers le Québec puis le Canada. On a annoncé qu'on est partenaire avec le Vermont Beer Festival. Pourquoi le Vermont? Parce que Québec et le Vermont ont été très amical malgré ce qui se passe avec notre Monsieur Orange. Il y a un côté amical qu'on est là-bas, puis on voulait vraiment embarquer avec eux autres. Ça, vous allez voir de plus en plus, peut-être un courriel une fois par mois sur ce qui se passe dans la Nouvelle-Angleterre. Puis un petit peu là-dessus, puis vous allez voir, on fait du contenu avec eux autres, puis c'est une belle gang. On a un concours qui s'en vient pour les abonnés. Aussi, on annonce aussi qu'on est encore commanditaire de l'Ontario Craft Beer Association, le gros événement qui existe en Ontario, à Hamilton, le gros événement de microbrasserie. Plein de choses qui s'en viennent là-dessus. Puis bien sûr, on travaille sur d'autres produits tranquillement. Il y a des recettes qui s'en viennent avec Fermentis. On revient avec ça. Il y a une section de produits québécois de bière à 100% de tout ça. Puis il y a plein de choses, des petites affaires qui s'en viennent. Puis bien sûr, vous avez vu notre site aussi changer. Plus de contenu anglais. Il y a une petite barre là-bas. Puis bien sûr, à tout le monde, merci beaucoup de s'abonner à Baron Pro. Baron Pro, ça commence à grossir tranquillement. On a 1 à 2 personnes, à 3 personnes par semaine. Ça, allez-y. Malgré que les prix ont monté, ça reste vraiment pas cher. C'est 16 par mois. C'est pas cher pour avoir une liste, tout ça. Bien sûr, ce podcast est commandité par VivaHub. VivaHub, c'est notre partenaire d'affaires, puis c'est notre partenaire de contenu pour l'alimentation. Comme vous voyez, on en commande de plus en plus avec nos partenaires. On a quelques-uns. Et VivaHub, c'est une compagnie qui aide les compagnies vraiment à entrer dans le numérique, dans la vente, dans la distribution, tout ça. Allez voir pivahub.com. C'est une belle gang. On va être ensemble au CIAL en plus. Plein de choses qui s'en viennent. Et vous savez, comme depuis le début, je vous parle, on fait une série sur l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que la connexion entre l'alimentation puis la microbrasserie puis la boisson, c'est un lien très étroit. Comme vous savez, j'ai beaucoup de partenaires, beaucoup de nos lecteurs qui sont dans la microbrasserie puis dans la boisson, qui veulent se lancer des produits alimentaires. Puis on a besoin de vraiment comprendre ce qui se passe dans l'arrière de ça. L'affaire, c'est ça, c'est que depuis que j'ai ouvert cette machine-là, il y a plein de choses que j'apprends quotidiennement du monde avec des experts qu'on parle de tout ça. Puis vous allez avoir plus d'articles, puis ça va vous aider dans votre business. Je vous assure que ça. Si vous avez des questions, comme toujours, leonardo@barmac.com. Puis vous avez mon téléphone si vous avez une question. Aujourd'hui, on parle avec une personne, une compagnie qui est vraiment intéressante pour nous autres. C'est la compagnie Chapados Expertise avec Nancy Chapadeau, qui est la conseillère en sécurité alimentaire. Il y a quelque chose que beaucoup de monde a demandé, comment on fait pour entrer au Costco? Ah oui, le mystère du Costco, le mystère d'aller de ça. Costco, c'est pas seulement des hot dogs pas chers ou tu vas aller déguster de la bouffe. Costco, c'est devenu de plus en plus une partie importante de la vente en arrière de ça. Puis bien sûr, rentrer au Costco, c'est pas comme tout le monde, t'appelles pas, puis tu rentres. Il y a toute une méthode en arrière de ça. Puis, en discutant avec Nancy, on va bien sûr parler de comment rentrer au Costco tranquillement. Mais c'est pas notre première entrevue qu'on va faire. C'est pas la seule entrevue qu'on va faire avec elle. Il y en a d'autres entrevues qu'on va faire avec elle parce qu'on veut vraiment, qu'on comprend vraiment, pas seulement le fait de rentrer là-dedans, mais c'est comment garder ta qualité, ta constance, la mise en place de plein d'affaires qu'il faut être sûr avant d'envoyer là-bas. Puis, quand tu es là-bas, comment continuer à être là-bas? C'est ça la question. Mmh. Puis nous, c'est important de ça parce que Costco, on vient de parler avec la gang d'Octobre Microbrasserie. Ils sont là-dedans, eux autres, puis il y a tout un univers intéressant là-bas. Chaque Costco est différent malgré l'uniformité qui existe. On a besoin de savoir ça. Puis écoute, on voulait vraiment comprendre ça. Comment ça va, Nancy? Ça Ça va va bien? super bien, merci. Et toi?
Excellent. Écoute, je sais, là, l'intro est un peu longue parce qu'il y a plein de choses à comprendre dans Costco, dans l'univers de ça. Mais avant de Ouais. parler de Costco, je voulais que tu me parles de toi, ta compagnie. Qu'est-ce que vous faites et comment vous pouvez aider les compagnies à la mise en place de l'entrée à Costco? Oui, bien, Chapados Expertise, ça a été fondé par moi. En fait, je suis la fondatrice. Je suis consultante pour l'industrie agroalimentaire déjà depuis au moins 15 ans. Ça fait Mhm. proche de 30 ans que je travaille dans l'agroalimentaire. J'ai diverses formations. J'ai été formée par l'ITA de Sainte-Hyacinthe pour commencer, suivi de l'Université Laval avec différents certificats et microprogrammes. Ce que je fais grossièrement, je suis une architecte et une pompière. OK. Architecte parce que je construis des systèmes qualité Mhm. ou je les rebâtis. Donc, j'enlève les mauvaises poutres, je remets des bonnes poutres. Et je suis pompière, j'arrive aussi quand que c'est le temps d'éteindre des feux pour vraiment calmer l'atmosphère. Autrement dit, j'élabore, je mets en œuvre, je forme par rapport à tout ce qui est en lien avec les systèmes qualité, les exigences qu'on a besoin dans l'agroalimentaire, la transformation des aliments. Ça va de la personne qui récolte des légumes dans le champ jusqu'à la personne qui transforme un produit qu'il voudrait vendre à l'international. Donc, ça va de A à Z. J'apporte du support qualité pour l'industrie agroalimentaire. Je fais des audits diagnostiques aussi quand les gens ils veulent savoir si sont rendus où dans leur système qualité. Ils répondent dessus, par exemple, aux exigences Costco. Je fais des audits internes, des réévaluations de système aussi. Donc, ça résume un peu ce que Chapados Expertise offre. On a des formations qui sont faites par des formateurs accrédités également. Et puis, tranquillement, pas vite, je suis en train de développer des outils pour améliorer l'efficacité et la gestion des systèmes qualité. Oh my God. So, ta journée est vraiment très occupée, ta journée. Alors, je travaille de pas mal de 6 à 6. OK. Un peu comme nous autres dans ce mode-là. Nous autres, c'est ça, la raison qu'on t'a contacté la première fois, c'est parce que nous autres, c'est ça, on a beaucoup de nos lectorats, c'est vraiment dans la boisson. Vraiment une grosse dans la boisson, on a une peu d'alimentation, Mhm. mais une grosse affaire boisson, brassicole, puis bien sûr des compagnies comme du vin, prêt à boire, tout ça. Puis on est dans une constante, depuis l'année passée, comme je raconte à tout le monde, on veut se lancer d'autres produits que la bière. On veut faire Oui, ça, ou prendre nos produits de bière, puis les envoyer à Costco, et tout ça parce que comme tu sais, la distribution coûte très cher, la formation coûte cher, les caisses de 12 commencent à grossir beaucoup. Puis beaucoup de monde dit, écoute, chez nous, on fait de la pizza ou de la sauce. Chez nous, pourquoi pas le pacter puis envoyer ça? Ça, on a tout ce monde. Puis qu'on expliquait avant l'entrevue, on se disait, tu sais, il n'y a pas une façon de le faire parce que chaque compagnie est différente, chaque point est exact. différent. Puis dépendant aussi du cash flow, de la façon, de la ressource de ta compagnie, la mise en place, le XXXXX, il y a des affaires qui existent. Il faut faire attention avec ça. Oui. Puis, quand on s'est parlé, toi et moi, il y avait le côté Costco. Et le côté Costco, c'est très intéressant parce que malgré les marges très petites que tu fais là-dessus, c'est vraiment une plateforme, t'es devant du monde qui voit jamais. Mhm. C'est pas du monde, c'est même toujours qui vient chaque jour acheter de la bouffe, acheter en gros, ils ont besoin d'acheter pas cher. Il y a tout un univers de ça, il faut que ça soit une extension. Comment on commence avec ta compagnie? Tu arrives chez vous, puis je dis, écoute, je veux me lancer à Costco. Comment ça fonctionne? Je veux que tu m'amènes vraiment comme un enfant Oui. un enfant de, disons, de 29, 30 ans qui est là-bas, mais comment tu évolues les premiers pas pour aller à Costco? C'est certain que si on est dans les produits alcool, il y a la RACJ qui s'en mêle Mhm. avec leur bon manuel vieillot. Ah, j'ai eu la chance de Qui a été expiré, qui a été archivé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments déjà depuis plusieurs mois. Bref, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on veut vendre uniquement au Québec ou on veut envisager de vendre partout au Canada. OK. Donc, si on veut vendre au Québec, c'est sûr que si on est dans les alcools, c'est la RACJ. Sinon, pour tout le reste, ça va être le MAPAC. Mhm. Donc, il faut avoir un permis, puis il faut répondre aux exigences d'abord du MAPAC. Par la suite, il faut s'assurer qu'on répond aux exigences de Costco. Là, il existe des liens que je vais pouvoir publier soit sur mon Facebook ou par le biais de ton site Web. Mhm. Il y a un lien où on peut aller carrément télécharger toutes les grilles d'audit que Costco, lui, va s'assurer que toi, tu as mis en place. Donc là,
c'est certain que si tu veux vendre chez Costco, ça ne se fera pas demain matin. À moins que tu es déjà fédéral puis que tu as déjà des programmes complets qui est implanté. Donc, quand je parle de programme complet, je parle que ça commence toujours par l'engagement de la direction, avoir un plan CEP, je vais revenir après sur le plan CEP, avoir des programmes de contrôle du bâtiment, des allergènes, des matières étrangères, des fournisseurs, d'achat, de réception, entreposage, transformation, traçabilité. Je le mets en caractère gras, traçabilité, codage et étiquetage, de défense, d'assurance qualité, de maintenance, de nettoyage, de formation et de vermine. Là, j'ai sûrement perdu beaucoup de gens là, parce que c'est une longue phrase sans point, mais ça vous donne une idée qu'arriver chez Costco du jour au lendemain, ça nécessite un investissement de temps et d'argent avant tout, c'est certain. Il y a des programmes de contrôle qu'on doit mettre en place, puis on doit démontrer qu'on gère notre qualité, notre risque, que notre produit qu'on va livrer va être salubre, constant, qu'en cas de rappel, on est préparé, qu'on n'aura pas ou le moindre risque possible de matière étrangère, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on le fait rapidement, qu'on est capable de livrer. C'est à peu près ça. Donc, les grilles d'audit existent sur le lien que je vais vous envoyer. Et pour visualiser un peu le niveau de difficulté, donc, comme j'ai dit au départ, c'est sûr que si on a des produits d'alcool, il y a RACJ, c'est l'équivalent du MAPAC, pour vendre uniquement au Québec. Mais si on veut vendre à l'échelle canadienne, ben là, il faut aller chercher notre licence ARSAC, qui se trouve être l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui délivre ce permis-là. Pour ce cas-ci, on s'engage à élaborer des plans de contrôle préventifs. Donc, c'est rendu là, lorsqu'on élabore nos plans de contrôle préventif, on a presque déjà le 3/4 du chemin de fait pour atteindre les exigences Costco. OK. Donc, à partir de là, on est déjà sur la bonne voie, on comprend le système, on sait c'est quoi une analyse de danger pour répondre à un plan CEP, on a déjà des plans de contrôle. La traçabilité, être prêt en cas d'un rappel, c'est l'enjeu le plus majeur, qu'on soit dans les alcools, MAPAC, la CIA ou Costco, peu importe. Le premier point à toujours être vraiment prêt, c'est la traçabilité, le codage, l'étiquetage, la gestion des allergènes. Donc, ces points-là, c'est le point majeur qui est vraiment à être prêt en tout temps. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est les premières étapes. Ça, Mais là, c'est beaucoup déjà, hein? c'est pas terminé, là. On n'a jamais dit que ça allait être facile. On n'a jamais dit que c'était facile. Là, ensuite, on est prêt, on est sûr qu'on a créé la meilleure sauce piquante, on est sûr qu'on a le meilleur gâteau aux fruits possible ou le meilleur pain, la meilleure barre tendre. Là, on cherche des contacts. Oui, des endroits comme le Ciel, ça peut être un bon endroit qu'on peut trouver des courtiers qui sont déjà en contact avec l'interne de Costco. Mais admettons, moi, je connais personne. Il existe quand même un lien que je vais vous transmettre sur le courriel, qu'on va pouvoir aussi mettre sur mon Facebook, qu'on peut communiquer directement avec la division Costco de la région que vous allez voir. Il y a une liste de régions, il y en a aux États-Unis, mais il y en a qui sont dédiées pour le Canada. Donc, on peut communiquer directement avec eux. Je ne connais pas les délais, par contre. De préférence, je pense que c'est toujours mieux de passer par un vendeur, un courtier qui existe, qui a déjà des liens avec l'interne de Costco. À ce moment-là, si votre produit est qualifié, pour vous faire lister, il va y avoir une panoplie de documents et d'informations à répondre pour Costco. Donc, soyez prêts d'avoir votre code barre, les caractéristiques de l'emballage, combien de boîtes vous allez mettre sur une palette, ça pèse combien, c'est quelle couleur, l'ensemble des informations. Je vais pouvoir vous donner le plus d'informations possible que vous puissiez le consulter sur le site de Leonardo. Donc, ça résume grossièrement toutes les étapes. Je ne sais pas si tu as des questions, Leonardo, parce que j'ai envoyé ça assez Non, mais strict. parce que la phase, c'est que moi, je veux que vous parliez parce que, comme je dis, depuis qu'on a commencé à parler, l'alimentation, il y a plein de mystères intéressants. On savait des affaires, mais c'est vraiment un mystère. Puis, comme je dis, la question souvent, le monde qui me pose souvent, c'est comme la facilité d'être à Costco. Je dis non, c'est pas facile.
la mise en place de tout ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas qu'une préparation est impressionnante de ça. C'est vraiment, c'est comme, il faut vraiment, tu sais, que tu sois, t'aies tous les points parce que les autres, ils ne donnent pas 2, 3 fois à la fois. C'est un peu comme quand tu travailles en Ontario à l'LCBO, tu prépares tes affaires, à chaque 6 mois, tu as ça. Il faut que tu aies toutes tes affaires, puis ça, en aller de ça. Puis bien sûr, on veut comprendre mieux là, ça. So, allez-y, je vous laisse aller, allez-y, on veut vraiment comprendre tout, nous autres. Il y a entre parenthèses, une allégeance de première année chez Costco. La première année, vous allez être audité en sachant que c'est votre première audit. Donc, les critères vont être un petit peu moins sévères pour quand même donner la chance à l'industrie de pouvoir placer des produits chez Costco. Mais la vraie machine de toutes les exigences, l'implantation des exigences, la deuxième année, il faut être prêt. Donc, quand je parle d'avoir un plan ACEP, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un plan ACEP, en fait, ce que c'est l'analyse des risques biologiques, chimiques et physiques. Donc, biologique, c'est tout ce qui est bactéries, moisissures, levures, virus. Chimique, c'est tout ce qui serait potentiel allergène ou savon assainissant qui serait mal dosé ou l'équipement mal rincé ou, par exemple, un agent, un additif, un ingrédient alimentaire qu'on n'aurait pas pesé correctement puis qu'on aurait un niveau à risque. Les dangers physiques, ça serait tout ce qui est métallique qui fait partie de vos équipements, le verre cassant qui pourrait être, par exemple, la vitre qui existe sur un gauge, excuse-moi, le terme anglophone, les protecteurs de lumière, les cheveux, les ongles, si on ne porte pas des gants quand on manipule les produits. Donc, tout ça, quand vous avez la plupart du temps, soit d'avoir besoin de quelqu'un qui est formé et très qualifié pour faire l'analyse de risque, ou vous pouvez faire appel à un consultant qui peut vous démontrer qu'il a l'expérience dans votre secteur d'activité. Le meilleur conseil que je peux vous dire, si la personne elle a toujours travaillé juste dans le laitier, puis que vous êtes dans les viandes, ce n'est pas toujours la meilleure des idées. OK? Si vous êtes dans les produits alcool, puis que la personne n'a jamais regardé le manuel du RACJ, ce n'est pas non plus la meilleure des idées. Donc, c'est toujours bien de faire attention avec quel consultant qu'on va travailler ou quelle personne qu'on embauche pour être sûr qu'on va avoir des documents qui sont efficaces puis de mettre les meilleures chances de notre côté pour réussir notre audit. C'est sûr qu'après 15-25 ans d'expérience, même si je n'avais pas travaillé dans les produits d'alcool, là, je parle de vignoble, brasserie, OK, je vais être capable de me débrouiller étant donné que je fais du gros niveau. Mais c'est ça, faites attention à qui vous engagez puis à quel consultant vous autorisez. Un peu comme le niveau de la fraude, si quelqu'un essaye de vous vendre que il va élaborer votre système qualité pour 2000 $, ben, ça sonne une cloche que la personne ne sait pas ce qu'elle fait, OK? Il faut s'attendre à un bon investissement, là. Il faut s'attendre à une bonne centaine d'heures de travail, d'élaboration, OK? Puis aussi, il faut que la haute direction soit impliquée pour implanter avec le consultant les bonnes directives, parler aux employés, s'assurer que les équipements sont là, s'assurer que ce qui est écrit, on le comprend, puis on est d'accord, que ça répond aux exigences. Fait qu'il faut s'attendre pour implanter un système qualité vraiment complet, là, ensemble et tout partout, il faut s'attendre minimum un bon 200 heures. Quand même. Hein? Quand même. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en une semaine, évidemment, hein, parce que 200 heures en une semaine, à moins d'être magicien, là. Moi, je suis architecte et pompière, mais je ne suis pas magicienne. C'est ça qui te manque peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que je fais de la magie des fois. Ça, je me garde des cartes dans ma manche. Donc, c'est sûr que quand on parle du plan ACEP, c'est le point qui est le plus compliqué que souvent on nécessite d'avoir l'aide d'un consultant externe. Si on fabrique une denrée qui est complexe, quand je dis complexe, ça veut dire que on a de la transformation, on a des pré-mélanges qu'on ajoute dans un mélange, on a de la cuisson, du refroidissement, du traitement HPP.
Donc, on a plusieurs étapes de fabrication qui nécessitent des contrôles sur place. Là aussi, mon meilleur conseil, c'est de faire appel à un consultant pour vraiment plus vous guider parce que c'est plus complexe. Si on est dans un vignoble, oui, l'aide d'un consultant peut aider, mais c'est quand même une denrée qui est à faible risque, hein. C'est fait la plupart du temps en circuit fermé. Le danger biologique est quand même contrôlé parce que c'est un produit qui est fermenté. Donc, on a souvent des filtres à la sortie de nos silos pour contrôler nos matières étrangères. Donc, là, rendu là, c'est plus d'appliquer le programme de traçabilité. Ça, c'est certain, c'est toujours là. Ça, c'est le red flag pour tout le monde. Puis d'avoir un bon programme de nettoyage aussi pour éviter qu'à un moment donné, vous perdez carrément votre produit parce qu'il y a eu une contamination avec un pathogène qui nuit votre fermentation, là. Rendu là, c'est plus simple pour chez vous. Mais si on est dans le prêt à manger, qui nécessite de la cuisson, plus de transformation, plus de contrôle, là, l'analyse de risque est plus poussée. On a plus de risques d'avoir de contaminants. Donc, si on ne contrôle pas bien les bonnes températures, que ce soit au niveau de l'entreposage, de la transformation, de la cuisson, du refroidissement, là, on risque d'avoir des difficultés avec des pathogènes qu'on appelle. Les bactéries pathogènes étant ceux qui peuvent nous rendre malades, voire très malades, ou voire donner la mort. Ouais. Donc, on ne veut pas ça, évidemment. Si les gens ne sont pas au courant, il y a eu 2 crises de Listeria monocétogenes qui a attaqué le Québec. Le pistache, tout ça, c'est qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, ouais. Les pistaches, ça dure depuis cet été. Un problème avec salmonelle. Il y a eu plusieurs malades et hospitalisés et quelques décès. Donc, c'est là que l'analyse de risque et les moyens de contrôle pour les diminuer ou les mettre à un niveau acceptable sont vraiment très, très importants. À ce moment-là, c'est important de, je pense, faire appel à quelqu'un qui a vraiment l'expérience pour vous assurer qu'il vous guide dans la bonne direction. Parce que Costco, si jamais vous avez un rappel avec un pathogène, vous n'allez pas avoir une deuxième chance. Si vous avez un rappel parce que vous n'avez pas bien géré votre traçabilité ou que vous avez eu une matière étrangère, vous n'allez pas avoir une deuxième chance. Ils sont vraiment très. Très sévère, très correct. strict, et c'est correct aussi. Ah oui, C'est correct. l'alimentation, quelque chose qu'on boit, qu'on mange finalement. Moi, j'ai une question pour vous. Pour les compagnies qui veulent se lancer en Costco, est-ce que je sais que souvent, que ce soit des compagnies, ils ont leur propre équipement, eux autres. Ça veut dire que tu as ta brasserie, tu as ta brasserie, tu as une compagnie de boisson, tu as une compagnie de boisson, tu as une compagnie d'alimentation, tu as une compagnie d'alimentation. Est-ce que vous considérez mieux de commencer, si vous entrez à Costco, d'aller faire du co-packaging avec des compagnies déjà qui font déjà Oui. la traçabilité avant d'investir dans quelque chose que peut-être que ne va pas fonctionner vraiment en soi? C'est comme, il y a des co-packages alimentaires, il y a des co-packages de boissons. Est-ce que vous me conseillez mieux d'aller travailler avec du monde, peut-être faire moins de marge, mais au moins avec ça, rentrer dans un marché comme Costco, quand vous avez tout est correct, pour être sûr qu'on commence quelque chose tranquillement, puis si on commence à faire des profits de ça, utiliser ta machinerie et investir là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, moi, je trouve que ça serait une très bonne option à choisir dès le départ, surtout si on n'a pas encore le bâtiment, la machinerie, les permis, de faire affaire en co-packing avec une usine qui a déjà les installations, il y a déjà les contrôles en place. Il est déjà audité par Costco ou il y a déjà ses permis, ses licences fédérales ou permis MAPAC. C'est une belle option de commencer parce que c'est certain que dans l'agroalimentaire, un produit qu'on place sur le marché, évidemment, c'est toujours le consommateur qui a le dernier mot, hein? Ouais. Le consommateur, lui, s'il décide qu'il essaye le produit puis finalement, il n'en rachète plus jamais, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas si notre produit va perdurer, l'intérêt chez le consommateur pendant plusieurs années. Fait que oui, je pense que ce serait la meilleure des options avant de faire de gros investissements, à moins d'être complètement certain là, de son produit, là. La compétition est féroce, la marge est faible. Ouais. Ça serait une bonne option de commencer avec le co-packing. Ça vous enlève un peu de maux de tête au début. Puis quand on est prêt, ben là, on investit pour la grande machine, là. Oui, Ouais. effectivement, oui. Excellent, on va donner ça comme conseil. Vous savez combien de compagnies de packaging alimentaire existent au Québec, à vrai? Je ne sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y a plusieurs usines qui offrent le service.
Donc, dépendant, tu sais, par exemple, si tu te mets dans la peau d'une usine qui, je vais dire comme ça, il fait de la salade. Mhm. Mais qu'actuellement, lui, sa capacité est à 75. Il va être super intéressé, lui, à remplir sa capacité à 100 en faisant un co-packing. Donc là, c'est sûr que les ententes, peut-être vérifier les ententes de confidentialité, les modalités aussi de versement, de tout ça avec des avocats, là. Ah ouais. Mais n'importe quelle usine qui n'est pas à sa 100 de capacité de production va être intéressée au co-packing. Ça, nous autres, avec la boisson puis la bière, il y a beaucoup de demandes pour ça. Pour ça, je me demandais s'il y avait comme vraiment. Je sais que ça existe, l'alimentation, j'en ai rencontré quelques-uns. Je me demandais s'il y avait beaucoup de monde là-dessus. C'est pour ça. On Ouais. va faire des recherches. Il y a une Oui, affaire que j'ai vue dans votre liste, c'est l'affaire de dimension exacte des unités de caisse de palette, de configuration de oui. palette, l'école des sticks. Il faut nous parler un petit peu là-dessus, la dimension exacte de palette. Pourquoi l'importance de ça? Ben, en fait, là, ce qui est important de savoir, c'est que Costco, il y a aussi son centre de distribution, hein. Ils ont des entrepôts. Donc, eux, tout ce qui est localisation de marchandises, l'espace de localisation de marchandises et l'espace de localisation de la marchandise dans le commerce même qui va vendre le produit. Donc, toutes les dimensions de boîtes, les quantités de boîtes dans la boîte, les quantités de boîtes sur la palette qui va être livrée. Donc, tout ça doit être prévu à l'avance, doit répondre aussi aux valeurs de Costco et parce qu'ils ont des critères internes selon les entrepôts que ça va être envoyé et ensuite selon le détaillant que ça va être redistribué. Ces choses-là, il faut qu'ils soient quand même pensées d'avance du côté de celui qui veut vendre chez Costco. Puis ensuite, Costco, lui, va confirmer si ça convient et il va peut-être apporter des modifications si ça ne convient pas. Mais il faut déjà penser à son code UPC, avoir ses codes barres selon les spécifications de Costco. Il faut déjà prévoir sa capacité de production mensuelle aussi, hein, parce que si on veut vendre chez Costco, on s'attend à ce que les premières commandes soient quand même du gros volume. Ah ouais. On est-tu prête à l'atteindre? Parce qu'il faut savoir que si on ne respecte pas nos engagements de quantité et de date de livraison, on a des pénalités assez sévères, hein? Qu'à ce point-là, OK. Oui, mais ça, c'est pas juste Costco. L'Obla, Sobeys font la même chose, Métro fait la même chose aussi. OK? Fait que quand on veut rentrer là, dans la grande machine, donc on veut vendre du gros volume, on a des engagements. Si on prend l'engagement, il faut s'assurer vraiment de livrer la marchandise quand c'est le temps et selon les exigences Costco. Les températures, si c'est un produit qui est réfrigéré, il faut s'assurer que la température arrive à la bonne température aussi parce que Costco peut vous refuser la marchandise dès la réception à l'entrepôt. Donc, le rendu là, c'est vous qui êtes pénalisé parce que vous n'avez pas livré la marchandise convenue à la date précisée. Donc, il y a des choses à savoir. Évidemment, c'est sûr que si vous vendez seulement au Québec, on s'entend que l'étiquetage reste la même. Ah ouais. Si vous vendez ailleurs au Canada, ben là, il y a peut-être des étiquettes des plus anglophones à prévoir. Ou si c'est vendu aux États-Unis, ben là, il faut répondre aux exigences FDA, là, c'est sûr, là, tu sais. Les formats, unités, le nombre de caisses, il faut tout penser ça d'avance pour être prêt à être capable d'offrir tel qu'on peut donner à Costco. Donc, commencer à magasiner les types d'emballage, les grandeurs d'emballage, faire des tests. Oui, puis avoir les bonnes façons, faire un bon choix. Euh, il parle aussi de code de logistique pour les caisses expéditions, mais ça va être à discuter avec le broker associé à votre dossier parce qu'il va y avoir des directives qui vont vous demander selon où vous êtes situé au Québec, puis selon où vous allez envoyer à quel entrepôt. Donc, c'est un peu complexe. C'est sûr, ça a l'air complexe comme ça, mais il y a plein de gens qui vendent chez Costco, donc c'est faisable. Non, non, je sais, il y a quand même une checklist à faire. Tant que les procédures sont correctes, ça va, tu vois. Oui, c'est ça. Mais comme je dis souvent à mes clients qui m'arrivent puis qui me disent hey, j'aimerais ça être certifié la semaine prochaine, c'est quand qu'on fait ça, on commence quand? Je lui dis toujours step by step. C'est quoi déjà? NSYNC? Non. Step by step, c'est qui déjà le band déjà? Step by Je sais step. plus.
Beastie Boys, non, Peut-être, c'est vrai. je sais pas. En plus, ma soeur écoutait ça tout le temps. Excuse-moi, c'est pas Beastie Boys. C'est pas Beastie Je Boys. ne sais plus, c'est Ah, vrai, je pensais même pas à la chanson, mais là, tu viens me ouais, faire un flashback. ouais. Non, mais puis est-ce que il y a beaucoup de changements dans toute l'année de qu'est-ce qui se passe avec Costco, tu sais? Parce que, tu sais, les goûts changent, le monde change tout le temps, ces nouvelles boîtes fonctionnent, toutes ces affaires comme ça. Est-ce qu'il y a des changements souvent ou on vous laisse souvent un an de travail, vous avez fait de la job, vous êtes rendu à Costco, dans un an, on va changer ça? Est-ce qu'il y a des changements à Costco souvent? C'est la question que le monde se posait tout le temps, c'est que moi, j'ai fait mon packaging pour le Costco cette année, l'année prochaine, est-ce que Costco va changer une nouvelle façon de travailler avec eux autres pour le packaging ou ça n'a aucun rapport avec ça? Non, New Kids on the Block, ça je voulais dire. c'est sûr que, tu sais, faut prévoir des changements, c'est certain, tu sais, pour éviter, de payer vraiment la totale au niveau des emballages. C'est ce qui coûte ça coûte vraiment cher les emballages, là, Mhm. surtout le marketing aussi derrière. Ben, pour, réduire le frais à l'unité d'emballage, les gens vont commander du gros volume. Le danger avec de commander du trop grand volume d'emballage, c'est d'écouler son inventaire avant qu'il y ait un changement. Mais là, des fois, c'est pas toujours Costco qui va faire un changement. Des fois, ça peut être un changement en lien avec la réglementation canadienne, hein, parce que c'est la réglementation canadienne, qui gère l'étiquetage au Canada. Donc, c'est sûr que s'il y a un changement majeur dans la réglementation, nous, comme industrie, on est obligés de respecter la réglementation à la date d'entrée en vigueur selon les critères que l'Agence canadienne va nous dire. Généralement, non, il n'y aura pas tant de changements que ça. Tu sais, Costco, c'est sûr que là, côté marketing, je ne peux pas savoir s'ils font des changements très, très souvent, là. Il va y avoir des recommandations, mais à mon avis, si ce n'est pas relié à un règlement, ça va être entendu que vous écoulez votre inventaire avant de changer l'emballage, là. À moins qu'il y aurait une faute grave. Si vous avez un croisement possible avec un allergène ou un allergène présent dans votre produit, puis ce n'est pas déclaré sur l'emballage, ça, c'est fini, il faut corriger tout de suite, là. Mais c'est autant au niveau réglementaire que chez Costco. C'est pas juste Costco, c'est le règlement qui l'exige. Mais l'affaire, c'est que le monde, souvent, il me demande la question-là à cause du volume qu'on doit amener là-bas. Tu sais. C'est l'affaire, comme tu disais au début, tu sais, ce qu'il faut acheter en gros pour être sûr que ça, mais il faut vérifier pour être sûr que le millilitre soit le bon, que les affaires soient bonnes pour être sûr. Exact. Ouais, 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 ouais. Oui, puis il y a des consultants qui sont spécialisés vraiment avec l'étiquetage. Ça, c'est important aussi là, de valider auprès de quelqu'un qui fait que ça, là, qui a vraiment le nez dans l'emballage et l'étiquetage là, à longueur de journée. Là, ces personnes-là, ils font que ça, donc sont vraiment spécialisés pour éviter des erreurs très coûteuses. Hein, parce que si on fait emballer des emballages, normalement, les emballages, là, c'est tu sais, pas loin d'1 million de copies, là, à Ouais. la fois, là. Fait que, on veut pas se tromper, hein, tu sais. Si on était censé l'indiquer en grammes, puis c'est marqué en millilitres, là, on veut pas jeter les emballages à la poubelle pour recommencer, tu sais. Fait qu'il y a des exigences précises au niveau des emballages, la grandeur, les grosseurs de caractère, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on doit mettre. Ça, c'est des consultants qui sont spécialisés vraiment en étiquetage. Il faut communiquer avec eux là, sans hésiter. C'est vraiment impressionnant les étapes qu'il faut passer en arrière de ça pour mettre ça en place. Hein. Oui, ben, c'est sûr qu'on embarque dans une grosse machine. L'affaire, ce qui est bien, c'est que, comme je disais au tout début, dès qu'on décide qu'on veut avoir une licence fédérale, on est obligé par le règlement d'implanter, d'élaborer des plans de contrôle préventif. Puis, on a déjà le trois quarts de fait pour Costco. Quand on a fini d'élaborer notre documentation, que nos moyens de contrôle sont en place, il s'agit juste de le maintenir à jour, puis de suivre nos procédures. Puis rendu là, je veux dire, c'est juste du maintien à chaque année. Et s'il y a une mise à jour réglementaire ou une mise à jour de normes, on met à jour ce qu'on doit mettre à jour, mais on roule. Dans le fond, ça va nous coûter beaucoup au début, mais ensuite, c'est du maintien, là. Tu sais, donc, une fois qu'on est rentré dans la machine, ça va bien, là. Une des questions qui se pose tout le temps, le monde, c'est comment on évolue les coûts de chaque produit qu'on envoie. Tu sais. Quand tu me disais les côtés compétitifs, la consistance, la qualité, la petite volume, tout ça. Tu sais. Comment on planifie tout ça? De ça dépend selon le produit. Costco, quand il arrive chez vous,
ce checklist de ça, comment ça fonctionne? Ben, en général, Costco, lui, va te dire, moi, je suis prête à donner tant du kilo ou tant de l'unité, là. Arrange-toi avec le reste. Ah oui, OK, ça, tu déjà un prix fixe, hein, de ça. C'est ça qui Ouais, tu peux essayer de négocier euh, à la hausse parce que, exemple, les emballages, soudainement, ils ont doublé de prix, tu sais, des choses comme ça. Euh, mais là, c'est là où, un autre tantôt, on va pouvoir discuter plus en détail sur vraiment comment je peux m'assurer, moi, là, je développe ma meilleure tarte à viande dans ma cuisine, là. Je suis sûre OK. que ça va être un gros vendeur. Comment évaluer réellement mon coût de revient en production? Donc, c'est ça, les gens, ils oublient qu'en arrière de je fabrique dans ma cuisine versus je fabrique dans une usine, il y a beaucoup de choses à penser, hein. Les temps de nettoyage, l'emballage, le coût unitaire de l'emballage par unité. En Ouais, fait, le parce que staff, tout l'emballage, ça. tu vas peut-être le sceller. Tu vas peut-être avoir une boîte de carton. Après ça, tu as une étiquette là-dessus, un code barre. Là, tu mets ça dans une autre boîte. Tu en mets 8, mettons, dans une boîte. Mais cette caisse-là, elle va aussi être étiquetée. Après ça, elle est mise sur une palette. Là, il faut que tu penses à ton wrap autour. Donc, le temps de lavage, le nombre d'employés pour laver, les ustensiles, les équipements, ton overhead qu'on appelle, ton coût d'exploitation de ton usine. Tout ça, il faut que tu l'intègres dans ton coût de revient de produit. Après ça, est-ce que tu considères que la marge de profit qui te reste, c'est rentable pour toi? Donc là, dans un autre tantôt, on pourrait aller un peu plus en détail sur comment on évalue vraiment le coût de rentabilité de mon produit que je pense qui serait que j'aimerais ça mettre en marché. Une vinaigrette, une mayonnaise, un burger réchauffé chez Couche-Tard. Il y en a toutes sortes. Ensuite, il faut regarder la compétition autour. Les prix, mettons dans les sauces piquantes, tu sais, on a pour la même quantité en millilitres, on a du quoi, du 1,25 à 12 quasiment, là, la variation de prix. Mais là, toi, l'échelle de valeur que le consommateur va considérer pour ton type de produit, tu le places où dans ce range-là? Puis ensuite, bon, après ça, il me reste quoi? Bon, mais c'est qui va me l'entreposer? C'est-tu moi? C'est-tu quelqu'un d'autre? Qui va me le distribuer? Qu'est-ce que ça me coûte, moi, préparer mes commandes? Fait que, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Costco ne va pas te dire, moi, je te suggère de magasiner pour d'autres ingrédients, de la fleur de rose en Espagne, ça se vend beaucoup moins cher qu'au Maroc. Non, ça va être à vous de faire le devoir ou de mandater un consultant en recherche et développement qui regarde pour balancer votre recette, la standardiser avec le meilleur coût de revient possible. Donc, il faut magasiner au niveau des matières premières comme au niveau des emballages. Donc, si je mets un peu plus de sel, je mets un peu plus de ça. Si je mets un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça, j'arrive à quel coût pour vraiment arriver avec une marge de profit qui serait correcte aussi. Puis aussi pour permettre la viabilité de l'entreprise. Parce qu'il y a des gens qui se lancent en affaires, ils ne calculent pas ces choses-là. Ce qui fait qu'il y a plusieurs entreprises qu'au bout d'une année, 2 années, ils font faillite. Ils sortent du marché. Ouais, puis en plus, on a vu, nous autres, on lisait un article là-dessus sur des mondes comme La Cage ou des compagnies comme ça qui lancent des produits comme ça. Le but, c'est pas faire du profit avec ça vraiment, mais c'est en plus côté marketing, ça dépend de ta compagnie aussi. Il y a du Exact. monde qui fait des produits comme les burgers de La Cage, les burgers de, je sais pas, quelle autre compagnie. Il n'y a pas de profit derrière ça, c'est vraiment de la marque en soi qui soit reflétée à ça parce qu'on va chercher une clientèle qui est dehors de notre circuit normal. Oui. Oui, ça, on appelle ça, dans mon jargon à moi, j'appelle ça le prix bonbon. Mhm. Donc, c'est le bonbon pour attirer une clientèle ou faire connaître ta marque de commerce, ton produit, pour tenter, espérer de vendre une autre gamme de produits qui aura une marge plus haute, là. Donc, c'est le produit bonbon pour attirer une clientèle, faire connaître. euh, Comme chez la cage au sport pour avoir intérêt, par exemple, pour attirer plus de clientèle dans ses détaillants, Ouais. des choses comme ça. Fait que oui, ça, c'est des stratégies marketing. Oui, c'est des stratégies marketing. Mais tu sais, quelqu'un qui reste seulement un seul produit à lancer sur le marché, ce ne serait pas la meilleure stratégie là, parce qu'il sortirait de ses poches d'argent à chaque mois là, pour essayer de se faire une place dans le marché.
Puis dès qu'on n'a pas le pouls du consommateur, c'est le consommateur qui a le dernier mot. Donc, c'est lui qu'on veut convaincre que notre produit a de la valeur puis qu'il est meilleur que l'autre. Est-ce que tu penses que l'importance d'avoir des mix packs, que ce soit dans la nourriture ou dans la boisson, ça peut être plus intéressant pour une nouvelle compagnie, disons que une compagnie qui se lance dans la boisson, disons, plutôt que lancer une boîte de quelque chose qui lance un mix pack, disons, avec 3 produits différents, que la personne dit OK, c'est de la valeur, puis faire le marketing pour sa compagnie, faire connaître plus ses produits que ça, plutôt qu'avoir une bière ou un drink ou une céréale, tout ça. Qu'est-ce que vous Ah pensez? oui. Ah oui, 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 tout à fait. Moi, même personnellement, des boîtes découvertes, j'adore. J'adore le principe. Ça permet vraiment de déguster puis d'évaluer si c'est le type de produit que tu aimes puis que tu aurais le goût de racheter. Tu sais, avant d'acheter un paquet de 6 unités d'un produit, d'avoir une boîte découverte que de 2, 3 saveurs, 2, 3 produits différents, ben là, c'est alléchant pour le consommateur. Il dit, ah, ben regarde, je peux m'offrir ce petit package-là, puis je vais le découvrir. Si j'aime ça, je vais en racheter. Ou les coffrets cadeaux. Ouais. Ben oui, c'est une bonne stratégie. Coffret cadeau, puis les gens, ils aiment avoir, en tout cas moi, je suis peut-être bébé, mais moi, j'aime bien avoir, tu sais, exemple, avec ma petit coffret découverte, un cadeau, tu sais, un verre, une planche à découper. Une tuque. T'as aucune idée comment les trucs fonctionnent. Le monde capote les trucs, quoi. Il y a plein de monde qui dit, mais une tuque, man, c'est tout le temps contre une de vente. Je comprends pas des Truc, trucs. je sais pas, un petit gadget qu'on peut mettre sur le frigidaire, tu sais, il y a plein de trucs marketing que, en tout cas, moi, qui va m'attirer, puis j'imagine que ça attire aussi les autres consommateurs, là. Est-ce que vous pensez que c'est mieux, quand c'est sûr que c'était au Québec, commence à Québec, excuse-moi, avec Costco, tu rentres à Costco, tu rentres au Québec. Mais est-ce que tu penses que c'est mieux Costco dans ton territoire à toi en premier? On connaît quelqu'un il y a seulement chez Rimouski. That's it. Est-ce que ça peut exister mieux, une stratégie que tu travailles sur ton territoire à toi, que ce soit le Québec, Street, tout ça, puis après, tranquillement, tu montes le 2, 3 Québec, ou quand tu rentres à Costco, il faut que tu ailles vraiment partout d'un coup? Non, non, avec Costco, tu peux avoir eux, ils vont déterminer le lieu de distribution OK. là, concerné. Tu sais, si je pense à, par exemple, la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, approuvé Michel Barrette, Mhm. qui sont mes clients depuis 2012 d'ailleurs. Tu vois, au début, le territoire de distribution, c'était surtout vraiment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, OK, OK. Donc là, on a commencé à avoir le visage de Michel Barrette, on a commencé à avoir plus de volume. Costco a demandé d'avoir plus de volume, puis on a décidé de commencer à distribuer presque partout au Québec. Donc, ça vient avec selon la réaction du consommateur. Donc, c'est mieux tout le temps de tranquillement commencer dans son territoire, puis tranquillement bouger avec ça. Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, quelqu'un qui veut se lancer dans les marchés du détail, même, je dirais que la première étape, là, ça serait d'essayer Sobeys, Métro, L'Eau Blanc avant. Quand on arrive chez Costco, là, la pression est un peu plus élevée. Premièrement, le niveau d'exigence, vous allez voir sur l'image, le niveau d'exigence normative là, est plus élevé chez Costco parce qu'on est à mi-chemin entre l'exigence fédérale et la plus haute exigence internationale qui existe, c'est le GFS5. OK. Donc, déjà, ça donne une chance aussi à quelqu'un qui veut se placer, qui veut placer des produits marché du détail, de commencer par les détaillants locaux. Là, puis vous allez entendre parler des fois rentrer par la backdoor. Ouais. Ça se fait encore. C'est écrit nulle part. On ne le voit jamais, mais ça se fait encore. Fait que, tu sais, de commencer avec notre région. Premièrement, ben là, on limite les coûts de transport, de distribution. Tu sais, on a moins de mains à diviser notre marge de profit. Puis là, on voit la réaction du consommateur. Quand on a la réaction du consommateur, ben là, on est plus en mesure aussi d'aller négocier avec des plus grosses têtes d'affiche, là. Est-ce que Costco vous donne beaucoup de data de vos ventes?
quand vous vendez chez eux? À part les ventes, à part, disons, voici combien ils vendent, est-ce que Costco donne beaucoup de data, c'est-à-dire votre placement là-bas va être plus payant? Vous faites vous faites les fins de semaine goûter à des produits, ces affaires comme ça. Est-ce qu'ils vous donnent, tu sais, quand vous rentrez à Costco, est-ce que vous avez une espèce de mini cours de marketing, disant voici ce qu'on peut faire, voici où vous pouvez investir, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on a nous autres, c'est l'architecture des ventes à l'arrière de ça. Oui, mais dans le fond, quand on est listé chez Costco, quand on a passé à travers ce brouhaha-là, on a toujours quand même un responsable attitré à notre dossier qui, lui, peut nous guider puis nous aider à travers ça puis répondre à nos questions. Donc, oui, il y a des possibilités de faire du marketing à l'interne, faire connaître le produit. Là, je ne connais pas les modalités, les tarifs, mais votre représentant interne Costco, lui, va pouvoir vous guider. Normalement, c'est quand même un bon service qu'il donne, là, de ce que j'ai pu voir là, par le passé. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont avantage à ce que votre produit se vende. Parce qu'ils ne veulent pas rester pris non plus avec votre produit en inventaire. Là. Fait que oui, il y a Ben, quelqu'un qui peut vous aider, là, vous guider. Là. Dès que vous avez passé la période la plus difficile, là, vous avez votre vendeur là, à l'interne. ça doit être quand même stressant la première année, hein, à Costco. Tu sais. J'ai parlé avec du monde qui sont montés là-dedans. Ouais, Il y a du monde qui ont refusé d'aller à Costco, je sais, parce que si les ouais, marques ont 3 $, 4 tu fais des caisses là-dessus, c'est pas payant. Il y a du monde qui ont pris ils ont pris le risque, puis ils ont vraiment mis en place, pour eux autres, c'est vraiment du marketing number one. Tu sais. Oui, ça coûte cher, tout ça, mais le fait d'être en face de tellement de monde, c'est quelque chose d'intéressant à l'arrière de ça. Puis Costco, c'est une machine qui, je sais qu'ils sont en train d'ouvrir presque 2 Costco par année à peu près. J'ai vu 2 autres qui ouvrent dans pas long, avec Maxi aussi qui ouvre tout le temps. On est dans un moment donné où ce que tout le monde veut acheter en gros pas cher. On est ouais. là-dedans. Ça. Il y a une affaire que j'ai oublié de mentionner tantôt, là, pourquoi je disais là, c'est peut-être mieux de commencer à placer son produit quand on est une start-up, là, de commencer avec l'Obla, Sobeys, Métro. Parce que Costco, ben, en tant que consommateur, vous avez tout remarqué, Oui. les types d'emballage changent. Ils ont des formats précis à vendre chez Costco. Donc, quand on est une start-up, ben, souvent, on va commander comme suffisamment d'emballage pour avoir le meilleur prix possible. Mais quand on arrive pour vendre chez Costco, ce qu'on va avoir commandé, là, ça ne marchera pas chez Costco. Il faut s'adapter aux standards de Costco. Donc, ça va être des plus grosses bouteilles ou ça va être des plus grosses boîtes de carton ou ça va être Euh, des plus gros sacs. Donc, tu sais, je pense que la meilleure stratégie pour une start-up, c'est ben, puis c'est correct si on envisage Costco en premier, mais moi, je pense que ce serait plus sécuritaire si on commençait avec les autres détaillants. Puis là, après, si on voit que vraiment on est capable d'aller chercher du volume, que c'est intéressant, ben là, en plus, on est capable de frapper à la porte Costco. Puis c'est peut-être même Costco qui va frapper à votre porte pour venir dire Hey, on aimerait savoir votre produit. ça Fait que arrive souvent, ouais. la négociation des prix n'est pas la même dans ce temps-là. Oui, parce que nous autres, on voit beaucoup moins au CIAL, au CB, ou des événements comme ça, parce Ouais, qu'on les voit se promener. Tout le monde quand ils viennent se promener, tout le monde est excité au bout, même Métro, Maxi, tout ce monde-là, ils se promènent, je sais. Hey, il est ouais, là, ils sont là. C'est comme, ouais. OK, c'est bon. Il y a une question que je me pose souvent sur le côté le white label. Parce que je sais quelque chose peut-être qu'on peut parler dans un autre podcast. Mais l'importance du white label, c'est de plus en plus des compagnies veulent se lancer des produits dans, disons, Costco, whatever, mais en white label, qu'on appelle ça des. Clean label. Alors, est-ce que c'est une stratégie intéressante pour beaucoup de branding? Peut-être pour ne pas brûler son branding, ça ne fonctionne pas, vous avez comme ça, ou vraiment une autre façon de faire d'ouvrir son portefeuille. Ben, le clean label, là, tu sais, c'est sûr qu'on voit de plus en plus parler les nutritionnistes, hein, Ouais. de dire éviter tous les aliments transformés, tout ce qui est transformé n'est pas bon, nanana, nanana. Bon. Ben, tu sais, à cause de ça, le consommateur veut du clean label. Il veut essayer d'avoir la plus petite liste d'ingrédients possible, le moins d'agents de conservation possible. Mais de notre côté, ce que le consommateur ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas non plus être malade. Hein? Tu sais, un jambon sans agent de conservation, là, ça serait quand même risqué, je pense, là, tu Ah sais. ouais. Je veux dire, mais là, c'est une mode, les gens veulent du clean label le plus possible. Oui, c'est une stratégie comme un autre, d'essayer d'avoir la plus propre liste d'ingrédients possible. C'est toujours
on vise toujours ça, mais c'est pas toujours possible dans tous les types de denrées de fabrication, là, tu sais. On va pas rendre les gens malades juste pour pas avoir d'agent de conservation, tu sais. Non, Puis là, dans le fond, pour vendre chez Costco, il faut que mon produit dure tant de semaines. Mais pour durer tant de semaines, ben, il faut que j'aie soit un process, soit que j'ai pas beaucoup d'eau disponible à la croissance des bactéries, soit j'ai des agents de conservation pour respecter ma durée de vie que Costco me demande parce que lui, pour sa distribution, il a besoin d'une couple de semaines. Donc là, ouais. OK. Probablement que vous avez parlé de plus avec la gang de Costco. Je pense que j'ai eu comme un meeting à faire avec eux autres pour discuter là-dessus. En dehors de tout ça, est-ce qu'il existe est-ce que, ça, il y a une question vraiment que j'ai à tout le monde. Des tendances, quelles sont les tendances qui existent à part le Green Label, qui existent dans l'alimentation à Costco? Tu sais, est-ce qu'il y a des produits ou deux, trois produits qui sont plus intéressants, que tu vois des ventes augmenter plus au Québec? Ben, la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien sûr. Bien sûr que oui. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, là. Moi, je suis moitié, moitié du lac. Mais je pourrais pas dire. Je pense que ça fluctue aussi en fonction des besoins. Là, chez Costco, à avoir la quantité de gens qu'il y a là, il y a beaucoup de gens qui aiment ça aller magasiner chez Costco, ça c'est clair. Je ne connais pas les relevés de vente. Je ne connais pas non plus qu'est-ce qui se vend vraiment à plus gros volume chez Costco qu'ailleurs. Mais j'aurais tendance à dire que les fromages, Ah ouais? ouais, puis les ailes de poulet, si vous cherchez du fromage, des ailes Le de poulet, oui, poulet, écoute, le poulet, ça se vend, mais c'est impressionnant oui, c'est le monde qui ça. va là-bas. Là, j'ai jamais vu tellement de poulet se vendre dans ma vie. Maintenant, c'est tout le monde, quand je vais en famille, maintenant, c'est là où je vais acheter mon poulet. J'achète 5 poulets, puis je suis correct pour tout ça. Tu sais. Ben moi, les ailes de poulet, j'aime faire mes ailes de poulet maison parce que ceux qui sont faits en usine, ils ne sont pas à mon goût. OK. J'aime ceux faits chez Cajot Sport, mais pas celles vendues en magasin. OK, oui. Fait que je fais mes propres ailes à la maison, mais la barquette, là, tu sais, tu en as pour t'as 60 ailes, 64 ailes là-dedans, là, tu sais, ça vaut la peine. Mais sinon, je ne connais pas les relevés. Qu'est-ce qui est plus populaire ces temps-ci chez Costco? Ça, je ne pourrais pas dire. Mais je peux te dire que moi, les noix, la viande, le fromage. Le fromage, comme on a déjà parlé de fromage, ouais, c'est quelque chose je vois de plus en plus de monde qui capote là-dessus. Je vois ça. Mais écoute, Nancy, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire avant qu'on s'en aille? Parce qu'on va préparer un autre podcast dans un autre temps. Je Oui. voudrais qu'on parle beaucoup d'évoluer les prix de rentabilité. Je pense que c'est intéressant. Si c'est un autre podcast, je pense qu'on va faire ensemble, toi et moi, on a déjà parlé de ça, faire deux, trois podcasts là-dessus. Mais je Oui. voulais beaucoup qu'on parle le prochain, c'est vraiment évoluer le prix de rentabilité des Oui. produits. Je pense que c'est important à ceux. Oui. Bien sûr, je pense qu'on va ouvrir le marché de savoir les analyses, tout ça. Mais ça, c'est notre prochain podcast, je pense, avec vous. Ah, génial. Super, ça va me faire plaisir. Écoute, j'ai même des outils que j'élabore pour aider l'industrie qui veulent l'industrie, mais ceux aussi qui veulent se starter, là, les startups. Donc, je suis passionnée de l'agroalimentaire. Je suis une défenseuse de notre alimentation au Québec. Je vais toujours favoriser la transformation de la vente locale. Un jour, j'aimerais même conseiller le gouvernement pour aider l'industrie à croître davantage puis être encore plus autonome possible. Le consommateur aussi, qui soit plus ouvert à comprendre ce que c'est une étiquette puis d'arrêter de se faire endormir par du clean label et des certifications halal, là. Ah, je suis allé à un événement je pense que c'est Aliment Québec, je suis allé, puis c'était la mode du Clean Label. Le Clean Oui, Label, c'est la là, mode, c'est la c'est mode. comme c'est fou. Je me rappelle le panneau, il y avait Mm. un panneau à côté de moi, puis le panneau parlait de ça, dit ton label est clean, puis tout le monde dit, oh, oui, on va être plus clean encore. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment ça, le monde veut ça. Je comprends le Ben côté oui. de. Mes parents, c'est des hippies, mes parents, ça. Je comprends le côté clean Ben, de. tant qu'à ça, tu sais, achète-toi, va chercher ton eau à la source, ça va être clean label. 100%. Ben Nancy, s'il vous plaît, si on veut te contacter, on va te parler, puis bien sûr, on va te contacter pour la prochaine entrevue. Oui. T'accompagner en toi, Chapados Expertise. Oui, Pourquoi, comment on te contacte, comment on fait pour ça? On va laisser l'information à l'arrière de ça, mais s'il vous plaît, oui. go ahead. Ben, j'ai mon site web, Chapados Expertise. Éventuellement, il va y avoir une grande mise à jour sur mon site web, mais pour l'instant, celui qui est là, c'est ça. L'information, elle est assez complète, mais il manque des choses dessus qu'on va ajouter prochainement. J'ai mon site Facebook qui est nommé Chapados Expertise aussi.
On peut me retrouver sur Instagram. Je commence un peu avec les réseaux sociaux grâce à mon équipe parce que moi, je me débrouille pas très bien. Je sais même pas comment me connecter à TikTok. Non, moi, je ne fais pas de TikTok. Moi, j'ai comme vraiment refusé. Là, c'est fini. Moi, je veux rien savoir. Je comprends rien là-dedans, mais tu sais, faut y aller. Donc, je suis Instagram, TikTok, il me semble. Sur LinkedIn, vous allez me trouver à Nancy Chapados, DEAU. Puis l'entreprise, elle, Chapados, DOS. Puis ça, c'est une autre histoire. C'est à cause de l'ancêtre puis les prêtres. C'est pour ça qu'il y a 2 noms différents. Puis bien sûr, votre courriel. Oui, il y a le info@chapadosexpertise.com. Bien, excellent. Nancy Chapados, merci beaucoup pour votre temps. By the way, avant de finir, c'est New Kids on the Block. La chanson Step by Step. C'est New Kids on the Block, Step by Step, tabarouette. Step by Step. Je voulais pas que le monde m'envoie oui. des courriels. Léo, c'est pas les Beastie Boys. Je le sais, c'est une erreur que j'ai fait. J'ai écouté les Beastie Boys ce matin, c'est pour ça que c'est dans ma tête. C'est New Kids on the Block. Ma soeur avait des posters, je m'appelle Jordan, toute la gang. J'embrassais chaque soir avant de discuter. Oh mon Dieu, je vous rappelle, la tour était là-dedans. Écoutez, Nancy, merci encore pour votre temps. Comme je vous dis, on va vous contacter pour la prochaine entrevue, qui ça va être l'évolution des prix, la rentabilité, comment on évolue, tout ça. Puis, merci encore pour votre temps, c'était vraiment intéressant. Puis bien sûr, on va continuer avec d'autres experts sur l'alimentation parce que c'est un univers vraiment intéressant. Puis je pense que ça peut aider tout à faire le tour de tout ce temps-là. So, merci beaucoup, Nancy. Merci, Leonardo. Bonne journée. Bye-bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Don't worry, il y a d'autres affaires de bière qui s'en viennent. On a un gros dossier qui s'en vient, vous allez voir, avec Donham. Vous allez triper au bout là-dessus. Qu'on va faire des entrevues avec eux autres. Si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Puis bien sûr, abonnez-vous à notre Baron Pro. C'est la meilleure façon de nous aider à appuyer notre travail quotidien. Alors, notre but, c'est d'avoir 3000 personnes là-dessus. 4000, 5000, on verra avec ça. Mais le côté anglophone, ça s'en vient de plus en plus, puis on va faire de l'expansion à l'aide de ça. Si vous avez des questions concernant ce podcast ou d'autres affaires que vous voulez parler, on est tout le temps ici, leonardo@baronmag.com. Et bien sûr, ce podcast, ce balado est commandité par Pivohub, nos partenaires sur l'alimentation, puis bien sûr, le data. Pour nous autres, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment vendre, comment comprendre la façon de bien vendre ses produits. Et avec cette liste qu'on va faire, bien sûr, c'est comprendre un petit peu ce qui se passe. Et bien sûr, Pivohub, c'est de la boisson, c'est de la bouffe, c'est d'autres produits qui s'en viennent. Et bien sûr, c'est bon pour les fournisseurs et les acheteurs. Pivohub.com, si vous avez des questions. Et encore, merci beaucoup d'avoir pris votre temps d'écouter Baron Mag. Merci beaucoup et à la prochaine.